Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Les dossiers de la mémoire, nous entamons une nouvelle saison, une saison qui coïncide avec la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Donc il sera question cette saison de la guerre de libération nationale, ses origines, les grands sacrifices qui ont été consentis par les Algériens pour l'indépendance, mais aussi le rayonnement de la révolution algérienne sur le monde, sur l'Afrique et sur un certain nombre de pays qui ont lutté et qui luttent encore pour leur indépendance. Justement, aujourd'hui, nous allons aborder une histoire, celle d'un peuple qui lutte depuis des années pour leur souveraineté et leur indépendance. Il s'agit du peuple kanak, le peuple de la Nouvelle-Calédonie, une contrée à la fois lointaine et proche. Elle est proche parce qu'il y avait des Algériens qui ont été déportés en 1871 suite au soulèvement d'El Mokrani en Algérie, en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, je reçois un philosophe, un auteur et un anthropologue, un spécialiste du mouvement de libération kanaki en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de Hamid Moukadem. Monsieur Hamid Moukadem, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir. Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Oui. D'abord, je voudrais remercier l'Algérie et la télévision algérienne de m'accueillir parce que c'est important pour nous en Nouvelle-Calédonie d'avoir un autre rayonnement que sous le prisme français. Donc c'est un honneur et un privilège. Je voudrais revenir avant de parler de Nouvelle-Calédonie Kanaki, sur les Algériens, oui, et le lien qui existe entre l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie, oui, qui est plus connu ici sous le nom de Calédonie. Oui. C'est vrai qu'il y a eu transportation des Algériens suite à la révolution de 1870, et puis il y a aussi les transportations de bagnards, de la France, a extirpé des Algériens d'abord en Guyane, oui, puis ensuite elle a fermé la Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Et ces Algériens ont fait souche et sont devenus des Calédoniens. C'est une partie de la population de Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un lien puissant qui existe entre l'Algérie et Calédonie, la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Il y a un autre lien qui est moins connu, dont on parlera tout de suite, oui, c'est celui du FLN. Oui. Le Front de Libération Nationale algérien. Le Front de Libération Nationale, puisque le mouvement nationaliste kanak s'appelle le FLN-KS. Ouais. Le Front de Libération Nationale kanak et socialiste. Dans les années 70, il y avait un très grand leader qui est mondialement connu, oui, Jean-Marie Tjibaou, oui, qui est venu en Algérie, qui a négocié avec l'Algérie, qui a vu le Front Polisario. Et je pense que le mouvement national kanak n'a pas eu comme modèle, mais enfin, oui, s'est inspiré du mouvement national algérien. Donc il y a deux liens qui sont peu connus, mais que je tiens à dire avant de parler de la Nouvelle-Calédonie kanaki. Alors la Nouvelle-Calédonie kanaki, bon, Nouvelle-Calédonie, c'est le nom qui a été donné. Vous savez, c'est en Océanie, dans le Pacifique, Tahiti, Wallis et Futuna, c'est les dernières colonies de l'empire colonial français, ouais, qui sont encore sous la tutelle de la France. Mais le nom Nouvelle-Calédonie, c'est un Anglais, James Cook, qui en 1774, quand il a découvert l'île, ça lui faisait penser à l'Écosse, il a appelé New Caledonia, qui a donné en français Nouvelle-Calédonie. Et en 1853, il y a eu prise de l'annexion de la Nouvelle-Calédonie par l'Empire français. Et on est encore sous l'Empire colonial français. Le nom Kanaki, il est récent, il apparaît dans le mouvement révolutionnaire des années 80. Ouais. C'est le nom que le petit peuple kanak veut donner à la souveraineté de son pays. C'est la Kanaki, la République de Kanaki, ouais, qui n'est pas encore reconnue officiellement, puisque la Nouvelle-Calédonie dépend encore est encore sous l'empire et la tutelle de la France. Voilà pour donner un sens au deux noms Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Je vais revenir sur les liens parce que c'est très important. Que reste-t-il de ces liens aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie? Donc vous êtes vous-même donc un Calédonien. Oui, moi je ne suis pas un descendant des transportés. Oui. Moi je suis ici parce que j'ai de la famille oui, en Algérie, oui, du côté maternel, du côté paternel, etc. Mais bien sûr qu'il y a encore des liens très puissants, puisque
grâce justement au mouvement révolutionnaire kanak dans les années 80, toutes les autres communautés qui ont été transportées se sont remises en question. Elles sont revenues sur leur propre histoire. Et ici, c'est connu grâce à un journaliste qui s'appelle Saïd Oulmi, qui a fait un collègue de la télévision algérienne, qui a fait un remarquable reportage sur les transportés algériens. Ça a fait ici un énorme tabac. Exactement. Parce que c'est un pan de l'inconscient, de la mémoire qui a été dévoilé et révélé. Et même les Calédoniens de souche algérienne ont découvert leur propre histoire. Et c'était très émouvant, parce que quand ils sont revenus en Algérie, ils ont vu leurs ancêtres, et c'était extrêmement émouvant. C'était un choc, vraiment un choc violent au niveau de leur conscience, au niveau de leur mémoire, au niveau de leur imaginaire. Ces gens-là existent encore. De même qu'il y a des descendants de Vietnamiens, de Chinois, mais les descendants, ils sont appelés là-bas les Arabes de Nouvelle-Calédonie, mais la plupart, c'est des descendants d'Algériens. Il y a un ou deux Tunisiens, un du Yémen, mais la majeure partie, c'est des gens qui viennent d'Algérie et qui ont fait souche. Et donc, il y a encore une trace, une visibilité et une reconstitution de la mémoire de la part de cette communauté. Alors, il va y avoir, évidemment, cette mémoire, elle est traduite par des monuments et puis par des traditions. Oui. Elle est traduite surtout, malheureusement ou heureusement, par un cimetière, le cimetière musulman, qui se trouve au centre de la Nouvelle-Calédonie, et puis par des traces qui sont les datiers. Ouais. Là où vous voyez des datiers en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a eu la présence des Arabes. Ouais. Et ça, c'est assez mystérieux. Quoi. Mystérieux, oui. Il paraît que même le maire et les descendants, le maire actuel le maire de Bouraï, c'est l'ancien maire de Bouraï, Jean-Pierre Tayeb Haïfa, il a des terres d'ailleurs en Kabylie, là, et il est descendant effectivement des Kabyles, pas des Algériens. Des Algériens. Donc, vous vous intéressez au mouvement de libération kanak depuis des années, et puis vous avez essayé de retracer avant ce livre que vous avez écrit récemment, que vous avez consacré aux dernières émeutes du 13 mai au 10 juillet 2024, mais vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire de ce mouvement de libération, à travers notamment les figures emblématiques de ce moment. Je pense au livre que vous avez consacré à Jubilee Wea. Ça, c'est le dernier livre. Oui, parce que je vais essayer d'être modéré dans mes propos pour ne pas froisser les susceptibilités de nos amis français. Le colonialisme, c'est jamais doux, c'est jamais tendre. Il y a une violence. Et les grands leaders politiques kanaks se sont tous ont tous été supprimés de mort violente par le rapport de force. Donc ces gens-là ont eu action, ils ont œuvré pour la liberté et la souveraineté de leur peuple et de leur pays. Et il y a très peu de travaux qui sont faits sur eux, parce que c'est encore une colonie française, donc dans les écoles on enseigne l'histoire officielle, dans les médias et dans la culture on met surtout l'accent sur l'empreinte de la France. Sauf qu'il y a une mémoire orale. L'oralité joue un rôle très important et dans l'oralité kanak, cette mémoire existe. Donc je me suis intéressé pour une double raison. La première, c'est que j'estime que ces hommes et ces femmes ont une valeur universelle par leur œuvre, par leur action. Donc j'ai traité de la trajectoire de Jean-Marie Djibaou, qui est un homme politique génial. Même Aimé Césaire reconnaissait son génie. Comment un homme comme ça a pu revendiquer par la culture l'histoire et l'identité de son petit peuple. Et il a une œuvre culturelle qui est extrêmement intense et qui est reformulée par la politique. Et j'avais été surpris parce qu'à l'époque, je vous avoue, j'étais jeune, je ne m'intéressais pas du tout à l'histoire et à la politique, je m'intéressais à d'autres choses. Et quand j'ai croisé cet homme-là, je me dis, il y a quelque chose à travers lui. Il y a une forme de spiritualité, de génie, etc. Et donc je me suis intéressé très tardivement, après sa mort, à son œuvre, à sa trajectoire. Et ce qui m'a semblé absolument inouï dans son combat, c'est que lui, il n'était pas pour refouler les modèles qui viennent de l'extérieur, de l'Occident, de la France. Il voulait tout simplement qu'à partir des souches ancestrales de sa propre culture, sa société puisse reformuler, s'accaparer des modèles, comme l'industrie,
qui n'existait pas. Le nickel s'accaparait, s'est approprié pour construire une nouvelle société. C'était ni aller de l'avant vers l'Occident, qui est une machine folle, ni un retour intégral et intégriste vers une société qui n'existe déjà plus. C'est une espèce de reformulation. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est son travail politique, et il s'est fait assassiner justement par Djoubeli Wea. Et plus tard, je me suis intéressé, ces derniers livres, beaucoup plus tard, hein, c'est pas des textes qui sont écrits spontanément, ça prend de la méditation, du temps. Sur 20, 30 ans après, j'ai écrit sur Djoubeli Wea. Je me suis posé la question, pourquoi a-t-il assassiné, en pleine cérémonie coutumière, Jean-Marie Djibo? Son propre camarade. Son propre camarade, et pourquoi l'a-t-il fait? Il était en désaccord avec ce qu'on a appelé les accords de Matignon. Ouais. C'est un traité de paix civile entre Michel Rocard et puis la France et le peuple kanak et les Calédoniens, les Caldoches. Et lui, il était contre et il a assassiné en pleine cérémonie coutumière Jean-Marie Djibaou et Yéwéné Yéwéné. Alors je suis revenu sur la raison de ce crime, ce double crime politique, et j'ai travaillé sur sa trajectoire, parce que c'était un pasteur, lui. Donc on dit que Wea était plus radical, il voulait s'émanciper complètement de la France. Oui, c'est tout à fait ça. On en a encore, la Nouvelle-Calédonie est encore maintenant. Djoubeli Wea voulait la radicalité de l'indépendance de Kanaki sans la France. Jean-Marie Djibaou dit que c'est impossible, il faut composer avec les puissances mondiales. Construire d'abord et s'émanciper après. Donc oui, il y avait en même temps. La démarche. Oui, en même temps. C'est-à-dire que c'est une folie pour Jean-Marie Djibaou de sortir comme ça du monde. C'est une petite île, c'est entouré d'interdépendances, donc il faut construire une souveraineté sur des bases solides au niveau de l'économie. Alors que Djoubeli Wea était pour la radicalité de la Kanaki. C'est deux conceptions qui existent encore maintenant, qui travaillent encore le mouvement nationaliste kanak. Et puis, comment la colonisation? Parce que ce mouvement, le FLN-KS, le Front de Libération, le Front de Libération Nationale kanak et socialiste, a été l'émanation d'un vécu, d'un quotidien colonial terrible. Vous avez souligné la violence comme caractéristique fondamentale de la colonisation. On dit que la colonisation française en Océanie est pratiquement identique à celle de l'Algérie. Bah, pour moi, ça crève les yeux. Ouais. D'abord, premier point, c'est une colonisation de peuplement. Oui. Il n'y a que l'Australie, Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie. C'est une colonisation de peuplement. Ça veut dire, c'est frappant quand on va à Alger, c'est frappant l'architecture. Les Français ont vraiment voulu s'installer. C'est pareil en Nouvelle-Calédonie. Une colonisation de peuplement. Il y a le désir de rejeter de l'autre, pourquoi pas même l'exterminer pour tout à fait. Donc. De manière consécutive, les Kanaks sont en marge de la société qui est en train de se construire. C'est pour ça qu'on y reviendra tout à l'heure, ça a explosé dans les années 2000. Donc, étant donné ce rapport de ségrégation, de marginalisation et d'exclusion, forcément, un mouvement révolutionnaire va se construire petit à petit. Et il faut le situer dans la géopolitique de l'Océanie. Tous les États dits océaniens sont devenus indépendants, sauf la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Tahiti, qui sont encore les trois territoires dans l'Océanie, qui sont sous la tutelle de la France. Donc dans les années 80, le mouvement nationaliste kanak a fait son apparition pour revendiquer d'être chez eux. Le peuple est délogé de chez soi, d'être chez eux. Ils ne sont pas contre les autres communautés. Ils sont pour l'ouverture des autres communautés, mais ils veulent avoir quand même la puissance de décider et non pas d'être marginalisés. C'est comme le disait Yéwéné dans une petite histoire, il dit nous on veut bien accueillir les gens, mais à condition qu'on soit chez nous, dans notre propre maison. Ce n'est pas des gens qui viennent d'extérieur, qui vous délogent, puis après vous disent ce que vous devez être. Est-ce que j'ai le temps de raconter une petite histoire bien sûr. Parce que le problème, il est important. La colonisation de peuplement a minoré le peuple autochtone. Donc maintenant, il y a une voie de démocratie. On donne la possibilité de démocratie, mais le peuple a été minoré, voire même à la limite d'être éteint, exténué. Après, on fait le rapport du nombre. Mais Yéwéné ou Éloi Machero, ces grands leaders, disaient à juste titre, on ne veut pas, nous, les Kanaks, être des petits pois noyés dans le potage colonial. Être noyés par des migrations qui ont été calculées de toutes pièces par l'empire colonial français.
Et Yéwené avait une très belle histoire quand il racontait dans son île. Oui. J'étais de chez moi dans ma case, comme c'est la coutume kanak, le respect, on accueille l'autre, je lui donne une tasse de café. Enfin, le café dans le monde kanak, c'est pas simplement une tasse de café, c'est tout l'accueil, on donne à manger. L'hospitalité. L'hospitalité, voilà. Ouais. Un deuxième étranger arrive, il donne hospitalité. Un troisième, ainsi de suite jusqu'au 10e. Au bout du 10e, il dit non, excusez-moi, moi je ne peux pas, il faut que je pense à ma famille, mes enfants. Et puis les 10 qui sont installés dans la case, ils disent d'accord, on va soumettre ça au vote. Et puis Yéwené dit c'est ça la démocratie. C'est-à-dire qu'on a minoré le peuple autochtone, puis après, par ce rapport de démocratie qui a été construit de toutes pièces, on va créer un rapport de force, qui est un rapport de force qui s'appelle la démocratie. Donc aujourd'hui, parce que on considère que le problème de la Nouvelle-Calédonie comme un territoire d'outre-mer français, mais vivant là-bas, on constate que la présence d'un système colonial. Ah bah oui, il y a eu les accords de Matignon qui ont été signés, oui. La poignée de main entre Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur. Ensuite, il y a eu l'accord de Nouméa avec Lionel Jospin. Oui. Mais depuis une quarantaine d'années, ce sont des grosses machines qui sont exportées, oui. Des centres commerciaux, des banques, etc. Mais qui profitent à qui? Qui profitent toujours aux mêmes, aux migrants européens qui font leur place au soleil. Oui. Les Kanaks sont en marge. Il y a quelques Kanaks qui percent, mais le reste, surtout des jeunes qui ont grandi là-dedans. Oui. Ils ont grandi dans une ville comme Nouméa, ils ne voyaient rien, et au bout d'un moment, ça explose. Donc il y a une inégalité systémique, structurelle, ce n'est pas une inégalité accidentelle, elle est créée de toutes pièces, de telle sorte que le modèle qui est imposé et construit de toutes pièces en Nouvelle-Calédonie marginalise complètement les populations kanaks, notamment les populations kanaks de jeunes urbanisés. Je connais pas mal de jeunes kanaks qui sont diplômés, qui reviennent de France avec des diplômes, on les met de côté, aux dépens d'un modèle qui est le modèle européen. Donc au bout d'un moment, ça ne peut plus aller, forcément. Ça ne peut pas continuer comme ça éternellement. Et comment la colonisation a façonné un petit peu l'histoire de cette île, de cet archipel? Alors la colonisation, elle a façonné de manière matérielle et mentale. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des langues, on empêche les gens de parler la langue. Il y a une culture, cette culture est minorée. Même des choses comme la nourriture. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds là-bas, je cherchais un restaurant kanak. Une cuisine kanak, parce que la cuisine c'est important quand même. Bien sûr. Ça fait partie de la culture. Maintenant, la dominante c'est la cuisine, enfin une mauvaise cuisine d'ailleurs européenne, c'est pas la bonne cuisine, de la malnutrition. Ouais. Ça se traduit comment? Par le fait que, vous savez, il y a eu le Covid qui était mondial. Ouais. Qui a été touché le plus par le Covid? Les populations kanak, qui sont plus vulnérables du point de vue de la santé, qui est plus touché par rapport au système de santé qui profite au système européen. Ça se traduit aussi mentalement. C'est-à-dire qu'on colonise l'esprit des gens en leur empêchant d'être ce qu'ils sont. Alors il y a des résistances. Les jeunes Kanaks, par exemple, ils font de la musique, de la peinture. Je me suis beaucoup intéressé à la littérature kanak contemporaine, qui utilise la langue française, mais qui la, un peu comme Kateb Yassine, qui prennent la langue française, mais ils la remodifient à leur façon. Ils écrivent français, mais c'est une pensée kanak. Donc il y a des formes de résistance culturelle. Mais ça se traduit, la colonisation se traduit partout, dans les écoles, dans le système culturel, dans la rue, etc. Je vous donne un exemple très précis, 2 exemples précis pour être très simple, pour que le public comprenne. Qui peuple les prisons et les hôpitaux psychiatriques en Nouvelle-Calédonie? 99%, ce sont les Kanaks. Le seul moyen de transport populaire, c'est le bus. Le bus, c'est que des Kanaks. Il y a une forme d'apartheid qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas l'apartheid d'Afrique du Sud, mais enfin c'est une forme d'apartheid, de ségrégation qui est beaucoup plus perverse parce qu'elle est mentale et matérielle. Il y a une sorte de hiérarchisation de classe, ou bien de race, pourquoi pas de race. Qui est calquée sur l'ethnie. Oui, sur l'ethnie. Et puis vous parlez de Kateb Yassine, je pense même dans l'imaginaire même kanak, on retrouve des similitudes avec le sacrifice des Algériens. D'ailleurs, nous avons choisi comme titre pour cette émission, le son de nos morts demeure vivant. On dirait donc un texte du poète algérien Moufdi Zakaria quand il parlait de la révolution algérienne. Donc c'est aussi un élément de rapprochement. Le livre que j'ai écrit, moi j'ai repris le dicton qui existe dans le monde kanak, et c'est les Kanaks qui ont ce dicton-là, parce que le lien à la terre, il est très fort. Le sang, c'est pas simplement un concept biologique, c'est un concept de lien maternel à la terre, qui est puissant.
Les Kanaks disent souvent je ne possède pas la terre, c'est la terre qui me possède. La terre m'appartient, enfin, je ne suis pas propriétaire de la terre. Et c'est beaucoup plus puissant que les autres communautés qui sont enracinées, un peu comme les pieds noirs ici d'Algérie, mais si, ils ont un lien puissant là, à l'Ambécanie, mais moins puissant, parce que ce n'est pas ce lien culturel qui existe tel qu'il existe dans le monde kanak, dans le monde culturel kanak. Donc le sang des morts demeure vivant, c'est un dicton qui existe dans la culture orale et dans les discours généalogiques kanak que j'ai repris comme titre du livre, du dernier livre. Et certainement qu'il y a des similitudes avec le peuple algérien et la culture algérienne, certainement. Mais est-ce qu'il y a encore l'écho de la révolution algérienne chez les jeunes, non. Chez les anciens, oui, comme Djibaou, qui sont tous été assassinés, etc. Chez les jeunes, on va en parler, c'est quand même pas du tout le même contexte. Imaginez-vous, les jeunes, il y en a qui sont nés bien après les accords de Matignon ou d'Ino, qui sont nés dans les années 2000. Oui, 2000. Donc pour eux, c'est pas du passé, mais c'est complètement autre chose. Ils ont été urbanisés, ils viennent des îles, ils immigrent, ils sont dans Nouméa et Grand Nouméa, culture urbaine, et leur culture à eux, c'est pas la culture des anciens. Et donc les acteurs qui ont été aux premières loges des derniers mouvements, c'est les jeunes. Ouais. Les anciens ont essayé de modérer. Moi-même, j'étais sur un barrage, parce que j'habitais à côté, sur une barricade. C'est pas du tout pour être le révolutionnaire, c'était pour tempérer les jeunes, pour qu'ils évitent de brûler le collège, de piller les épiceries, parce que là où j'habite, c'est des populations mixtes, sociales. Donc on les tempérait, on les modérait, mais eux, ils étaient partis pour aller même au sacrifice, à inventer leur propre culture, etc. Il y a un retour également à la pensée de Ouéa, par exemple, chez ces jeunes-là. Oui, mais ils ne connaissent pas Ouéa, mais inconsciemment, oui, il y a ce type de radicalité. Et vous l'avez remarqué d'ailleurs, vous l'avez je l'ai vu traduit à travers les chroniques. Je l'ai vu dans les chroniques que je raconte, j'ai vu comment certains jeunes s'organisaient, parce que la France a été surprise. Les vieux cadres des partis kanaks aussi ont été surpris. On sentait bien que ça allait exploser, mais pas de cette manière-là. La veille, le 13 mai, le haut commissaire de la République, qui est le préfet, qui s'occupe de la police, de la gendarmerie, a tenu un discours et ciblait toujours les mêmes endroits, les quartiers sensibles et une tribu kanak qui se trouve à côté de Nouméa. Or, il s'avère que ça a explosé de manière simultanée partout. Partout. Tous les jeunes se sont révoltés, pas simplement dans quelques quartiers, dans tout Nouméa. Et ça a été catastrophique. Ils ont tout brûlé, les centres commerciaux, tout ce qui était symbolique, tout ce que la France... Le symbole de la colonisation, voilà. Les symboles de la colonisation en fait. Tout ce dont ils sont exclus, quoi. Et ça a surpris tout le monde. Et les acteurs de ce mouvement-là, c'était des très jeunes, ils avaient 15, 16, 17, les plus âgés 20, 25 ans. Et ça a surpris tout le monde. C'est un mouvement comme ça de fond. Pour moi, ce ne sont pas des émeutes. C'est une forme de revendication, parce qu'ils se sont organisés quand même. Si c'était des émeutes, ça aurait été spontané, puis après non. Ça a continué pendant 3-4 mois et créé une culture imaginaire, une culture politique. Ils faisaient l'apprentissage du politique. Et le rôle du parti, donc de ce front, le front, le FLN-KS, quel est son rôle aujourd'hui? Alors il est divisé, le FNKS. Il y a des partis, parce que le FNKS c'est un front de différents partis indépendantistes. Il y en a qui ont été dépassés, qui disent que c'est pas bien, etc., qui sont pour la négociation, puis d'autres qui comprennent le mouvement, mais qui ont été aussi dépassés, et qui essayaient de tempérer, de modérer le mouvement, de calmer. Mais ceci étant dit, il y a une division qui est encore actuelle au moment où je parle, au sein même du FNKS, sur les positions à prendre vis-à-vis du futur des négociations politiques qui sont normalement en cours, qui doivent se faire. Donc je pense que tout le monde a été surpris. On sentait bien que ça allait exploser, mais de cette manière-là, tout le monde a été dépassé. Et donc la comparaison avec les événements des années 80, elle est nulle et non avenue, parce que les années 80, ça s'est passé dans les îles, dans la brousse, mais pas au cœur de Nouméa. Là, c'est urbain. Et on réclame indirectement l'indépendance, l'émancipation. Elle est dans le sang des jeunes, sang des morts demeurent vivants. Ouais. Des jeunes qui n'ont pas connu les années 80, eux, ils veulent la Kanaki. Dans tous les barricages barrages-filtrants, il y avait le drapeau kanak, et puis la musique, il y a un jeune qui a créé une musique qui circulait partout en boucle, une chanson qui s'appelle Makanaki, sur le drapeau. Bien sûr, ça
C'est dans leur imaginaire. C'est pour ça que je trouve naïf l'attitude de la France et même des autres communautés de croire que ça va être réglé par des dossiers. Je crois qu'ils n'ont pas compris que c'est plus puissant que ça. C'est un mouvement qui est parti, qui ne va pas finir. Alors il y aura des négociations, et d'ailleurs je pense qu'ils devraient prendre en considération ce qui s'est passé pour ne pas reconstruire les mêmes modèles économiques d'exclusion. Est-ce que vous avez résumé un petit peu, c'est-à-dire ce combat des Kanaks en deux concepts, c'est-à-dire c'est souveraineté et indépendance? Oui. Comme objectif, oui. Alors c'est une question difficile. Il y a un historien algérien de chez vous, Dahoud Djerbal, qui a travaillé là-dessus sur les témoins du militant du FLN. Oui. Et il y a un point commun, d'ailleurs je le cite à la fin de mon livre, ce travail, il y a un point commun parce que dans les accords d'Évian, les Algériens ont imposé le concept de souveraineté. Oui. Parce qu'une indépendance sans souveraineté, ce n'est rien. D'ailleurs, vous avez bien vu, quand il y a eu l'indépendance, la France voulait avoir encore la souveraineté sur le pétrole. Oui. Donc c'était des négociations. Ce qui se passe en mécanisme, c'est pareil. Il n'y a pas de souveraineté. Il y a un transfert de souveraineté progressif, mais pour moi c'est un génie politique de la France, parce qu'ils sont géniaux dans la dialectique, dans l'art du faux-semblant, de créer un faux-semblant de souveraineté, mais la souveraineté de Kanaki, elle est mise de côté, à la place d'une souveraineté progressive, où on transfère des compétences qui est un destin commun. Ce que De Gaulle appelait à l'époque une indépendance dont l'interdépendance, voilà, dont la dépendance. Une indépendance dont la dépendance, en fait. Donc, ce qu'il avait négocié avec certains pays africains à l'époque, d'ailleurs. Oui, c'est exactement le même modèle. C'est le même modèle qu'il veut imposer. Donc là, la question de la souveraineté n'a pas été résolue. On a mis les gens dans la construction de l'indépendance économique, une usine de nickel gérée par des Kanaks, etc., aux dépens de la souveraineté. C'est pas possible. On ne peut pas désarticuler souveraineté et indépendance. Une indépendance sans souveraineté, réciproquement, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que ça a explosé. Parce qu'on a signé des accords politiques et on a différé pendant 30-40 ans l'idée de souveraineté. Donc du coup, elle ressurgit. Là. Et puis il y a cet attachement à la terre, comme les Algériens. Oui. Les Algériens avaient un attachement également viscéral à leur terre. Oui, parce que parmi les communautés qui ne sont pas kanaks, il y a des communautés qui sont enracinées, j'ai cité les Algériens, d'autres, des Caldoches, et puis il y a pas mal de gens qui sont venus faire de l'argent au soleil. Eux, ils n'ont aucune attache, si ce n'est l'argent. Ils n'ont pas de lien avec la Nouvelle-Calédonie. À la limite, les Caldoches, un peu l'équivalent des Pieds Noirs, ils ont quand même un lien à la terre. C'est leur patrie, ils sont nés là. Ils sont pas... Mais d'autres qui sont venus avec les accords politiques pour faire de l'argent, ils n'ont aucun lien. Et c'est les plus réactionnaires d'ailleurs en plus. C'est les plus réactionnaires parce qu'ils s'attachent à la matière, à l'argent, au prestige, à l'artifice. Mais on ne construit pas un pays simplement avec de l'artifice. Il faut ce qu'on appelle le patriotisme, un lien à la patrie. Ce qu'ont les Kanaks et ce qu'ont les Caldoches. Donc le côté artificiel, c'est d'avoir fait venir, des gens sont venus, ils ont tout le pouvoir, tout l'argent, ils n'en ont rien à faire du pays. Eux, c'est faire de l'argent au soleil, acheter des villas en Australie ou en France, ou partir. Même ceux qu'on dit les plus pauvres. Les plus pauvres, ils ont des entreprises. Ils ont quand même des entreprises. Alors, pour revenir maintenant à l'histoire coloniale, il y a eu des exactions, c'est-à-dire déjà au XIXe siècle, commises par les... Est-ce qu'elles sont dans la mémoire aujourd'hui des Kanakis? Oui. Parce qu'ils étaient asservis. Ils étaient asservis, exterminés, etc. Et puis on a développé le fameux mythe du bon sauvage, comme on dit. Donc on a essayé de casser le système de socialisation. La colonisation s'est faite par des spoliations foncières. C'est-à-dire qu'on a volé la terre des autochtones et on a fait des concessions pour les forçats, etc., qui ont pris ces terres-là. Et cette colonisation s'est faite, elle a empiré avec les deux révolutions. Oui. La révolution de 1878, la révolution kanak par Ataï, un leader, qui était dans le sud et le centre-sud, et puis répression très violente, un millier de Kanaks décédés, tués, et cette répression a accentué les spoliations foncières, le vol de terre. Et il y a une deuxième révolution en 1917, plus dans le nord. Et c'est dirigé par Noël, Louis Manère, Noël. Pareil, répression,
et qui a accentué encore plus de colonisation. Or, ces morts-là, on revient toujours. Oui. Ce sont des morts de morts vivants. Ils sont transformés en ancêtres, et même les jeunes qui écrivent des chansons de musique contemporaine kanaka parlent de Noël et Ataï. Ouais. Ça reste dans les mémoires, dans les arts plastiques, dans les arts visuels et dans la mémoire orale. D'ailleurs, justement, vous avez évoqué tout à l'heure Moshoro, qui fait donc des morts, justement, qui parle des morts comme ancêtres. On en a fait des morts. Ceux qui se sont sacrifiés pour défendre cette terre deviennent des ancêtres, donc des référents. Éloi Machoro, il est connu aussi pour son génie révolutionnaire, parce que, étant donné que la Nouvelle-Calédonie, dans les années 80, 84, 85, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et que le rapport de force était du côté des autres communautés de l'armée française. Donc lui, il y avait des élections. Ça a toujours explosé au niveau des élections, du corps électoral. C'est une conséquence de la colonisation de peuplement. Ouais. On a minoré le peuple kanak, donc à un moment donné, il y a eu un corps électoral spécial qui a été créé pour essayer de faire en sorte que les gens qui ne viennent pas puissent décider, dans le vote, du sort de la destinée de la Nouvelle-Calédonie. Or, en 84, le secrétaire d'État, le moine du régime socialiste, est revenu là-dessus, sur le droit de vote. Donc il y a eu un boycott actif qui a été fait sur les élections. Le coup de génie de Éloi Machoro, il voyait très bien qu'il y aurait un régime de la cohabitation qui allait changer la donne. Donc il a dit qu'il fallait alerter le monde sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et la situation des démocraties. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une hache, il a cassé l'urne électorale de la mairie, et il savait que des journalistes allaient prendre en photo. Et cette photographie d'un militant cassant la hache, elle a fait le tour de la planète. Oui. Un peu comme l'image de Che Guevara. Oui. Donc il a anticipé de manière stratégique l'image de ce qu'est la démocratie en Nouvelle-Calédonie par l'intermédiaire d'une photographie où il se mettait en scène. Il se mettait en scène, il savait très bien que cette photographie allait aller dans le journal, puis elle allait circuler sur la planète. Donc le coup de génie et il s'est fait tuer après par le GIGN, parce qu'il allait plus loin dans l'action révolutionnaire. Il n'a jamais, je tiens à le dire, il n'a jamais tué personne. Il y a une mine qui s'appelle Thio, et il donnait aux militants, aux anciens, des fusils avec du gros sel pour tirer sur les jeunes qui allaient détruire le nickel. Il dit, il faut conserver ça, il faut sécuriser ça. Et il n'a jamais tué personne. Il a joué sur la dissuasion. Mais lui, il s'est fait tuer par le GIGN. C'était une décision de Pisani et, je pense, Mitterrand derrière, pour arrêter le mouvement kanak, pour rentrer dans les négociations. Et puis il y avait l'histoire de la grotte également. Oui, alors ça c'est après, c'est Ouvert, c'est en 88. Toujours pareil, le contexte électoral. Oui, la grotte d'Ouvert qui a... J'en parle dans le dernier livre, parce que c'est quand même aberrant. Imaginez une petite île de rien du tout, où il y a une dizaine de milliers d'habitants, des militants de base, avec des fusils de chasse, et Chirac, qui était Premier ministre à l'époque, cautionné par le président de la République, envoie l'armée la plus puissante pour résoudre un problème. C'était même pas le GIGN. On a envoyé les parachutistes, les bérets verts, la 11e section, qui a servi d'ailleurs d'armée de répression. On a envoyé l'élite de l'armée française pour régler, parce que les militants avaient pris en otage des gendarmes mobiles, et ils voulaient négocier. Donc on leur a fait miroiter une négociation, ils ont été massacrés, et pour certains exécutés de manière sommaire. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs Djibril Ouya, qui n'a pas digéré ça, a commis cet acte criminel. Il n'a pas encaissé. Le désespoir. Oui. Donc l'armée française aujourd'hui, c'est une armée coloniale, sa présence là-bas, ou bien elle n'est plus, elle ne se voit plus. Moi je pense que les... Ou bien c'est l'administration, la colonisation est devenue bureaucratique, plus bureaucratique que militaire. Elle est bureaucratique, elle est militaire, mais les Kanaks, ceux qui représentent le peuple kanak, dans les négociations, ils ne sont pas contre de négocier avec la France le partage de souveraineté, notamment la souveraineté régalienne, l'armée. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir une armée. Ils veulent bien être un État associé avec la France et que la France conserve sa puissance militaire. Mais eux, ils veulent la paix. Dans l'Océanie, l'axe Indo-Pacifique dont parle le président Macron à la suite des États-Unis, etc., pour eux, c'est des problèmes de puissance militaire autre. La France dit il y a la Chine, donc il faut contrer la Chine, il faut que les souverainetés
que les petites îles soient protégées par la France, ils ne veulent pas rentrer dans ce discours-là. Ce qu'ils veulent, eux, c'est l'indépendance, la souveraineté, à la limite, partager une compétence régalienne qui est l'armée, parce qu'ils ne peuvent pas entretenir une armée. Et donc, comme il y a des grandes zones exclusives économiques, c'est-à-dire des grandes zones maritimes, il faut bien surveiller et contrôler effectivement ces zones maritimes. Et l'armée peut jouer son rôle. Ils n'ont pas un rapport d'adversité. C'est simplement, ils veulent qu'il y ait un autre lien avec la France. Le problème, je vais le dire autrement, parce qu'il faut que ce soit clair. Comme en Algérie, il y a encore cette suprématie de la culture européenne. Ouais. On prend les Kanaks, comme on prenait les Algériens avant, pour des sous-hommes. Ouais. Il n'y a pas ce rapport d'égalité. Ce que veut le FNKS, ce que veulent les Kanaks, c'est discuter d'égalité d'égal à égal. Et la politique qui a été menée, notamment par l'administration Macron, c'est une politique de rapport de force. On ne négocie pas, c'est la méthode unilatérale. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de concertation. Donc, le FNKS n'est pas contre l'armée française si celle-ci sert les intérêts de la nation kanak qui est en cours de constitution. Donc, mais le problème, c'est qu'il y a un rapport de suprématie, et c'est ce rapport de suprématie qu'il faut changer. C'est-à-dire changer le rapport, le lien entre les petites îles et la puissance administrante qui est la France. Alors, comment les Kanakis vivent aujourd'hui la médiatisation de leurs problèmes? Parce que, à regarder, les médias français considèrent que c'est des émeutes de banlieue. C'est scandaleux. Moi, j'ai écrit ce livre, la chronique kanak, parce que je ne supportais plus la manière dont était traité médiatiquement ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie. Tout d'un coup, Nouvelle-Calédonie faisait la une des médias français, et pas que français. Oui. Mais la manière dont c'était traité, c'était à hurler de rire. Moi, je voyais à la télévision des gens qui se prétendaient experts, qui racontaient n'importe quoi, qui parlaient même de racisme anti-blanc, c'est du n'importe quoi, d'émeutes, d'émeutiers, d'exactions, etc. Moi qui étais sur le terrain, ben, j'ai tenu des chroniques qui ont été tenues au jour le jour et qui ont été publiées, parce que les médias ne faisaient pas leur travail. C'était de l'embrigadement, de la propagande, des mots d'ordre. Est-ce que c'est pas voulu du moment que le véritable problème est occulté? Oui, bien sûr que c'est voulu. Est-ce qu'on peut dire que le problème aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie est un problème de décolonisation? Oui, c'est tout à fait ça, oui, c'est la décolonisation, qui aurait pu être réussie, mais pour le moment, elle est mal, excusez-moi, elle est mal barrée. La trajectoire de la Nouvelle-Calédonie est empêchée d'être par des formes de recolonisation qui sont encore plus perverses et plus suspectes. Et les jeunes ne s'y sont pas trompés. Hein. Ouais. C'est pas simplement des émeutes, c'est une révolte. C'est une révolte. Une révolte logique. Ça nous rappelle les barricades, donc c'est des barricades, c'est pas des barrages. Barrage filtrant, et à côté de ça, les Européens ont mis des barricades, des forteresses, dans des mentalités d'assiégés. Eux, ils n'ont pas de problème avec la police et la gendarmerie. Donc il y a véritablement Européens et autochtones. Oui, alors, sauf que moi, c'est pour ça que j'ai écrit les chroniques. L'opposition binaire entre kanak et blanc, elle est fausse. Parce que dans les rapports sociaux, il y a des rapports sociaux croisés, mixtes, des gens qui vivent depuis 2-3 siècles avec des gens qui vivent depuis 3000 ans, il y a quand même des rapports sociaux qui se constituent. Mais ceux qui créent ce côté de bipolarisation, c'est ceux qui ont intérêt à créer cette bipolarisation, notamment les médias relayés par l'administration qui veut à tout prix qu'il y ait des blocs. Or, c'est pas ça que les Kanaks, quand ils revendiquent la Kanaki, c'est avec les autres. C'est pas contre les autres, c'est avec tout le monde. Mais cette révolte, elle est plutôt perçue à travers les actes, mais pas à travers des discours. C'est-à-dire, on n'a pas entendu des réclamations bien précises, des slogans bien précis. C'est-à-dire, ce sont les spécialistes qui nous parlent d'indépendance, de souveraineté, etc. Mais est-ce que les jeunes évoquent ces problèmes en ces termes aujourd'hui? Les jeunes, ils évoquent leur niveau avec leurs mots à eux, avec leur façon d'être. Mais même les anciens ne sont pas entendus par l'administration. Je veux dire, il y a eu des passages en force sur le 3e référendum, alors qu'il y avait une épidémie qui décimait le peuple kanak, qui demandait à ce que le 3e référendum soit différé. Non, ça a été imposé de force, la date. Il y a eu absence de discussion. À la sortie de l'accord de Nouméa, il devait y avoir des discussions. La méthode qui est employée, c'est une méthode unilatérale, un espèce de monologue. Donc au bout d'un moment, effectivement, c'est ce dialogue de sourds, ce monologue de l'administration de
avec une certaine suprématie, aboutit à cette forme de radicalité et de radicalisation. Et les jeunes, eux, ont été encore plus radicaux. Ils l'expriment avec leurs mots à eux, avec leur façon d'être. Il n'y a pas que parmi les jeunes, il n'y a pas que des jeunes intellectuels, hein. Il y a des jeunes de la rue, bon, ils fonctionnent avec leur façon d'être. Est-ce que ces révoltés de la Nouvelle-Calédonie ont aujourd'hui des rapports avec tous les autres peuples opprimés? Je pense aux Sahraouis et aux Palestiniens notamment. Palestiniens, oui. Sahraouis, je ne sais pas s'ils connaissent. Mais en tout cas. La première génération connaissait. Là, donc, oui, il ne faut pas sous-estimer la capacité qu'ils ont des réseaux sociaux. Oui. D'ailleurs, l'administration Macron a supprimé TikTok là-bas. Ah oui. Ça n'a pas marché. Ils ont supprimé TikTok parce qu'ils voyaient très bien que ça communiquait dans les réseaux sociaux. Donc ils voient ce qui se passe sur la planète. Ils voient vraiment ce qui se passe en Algérie, en Palestine, etc. Et effectivement, ça évoque chez eux certainement des parallèles. Certains, la France accuse des pays tiers d'avoir fomenté ces émeutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, l'Azerbaïdjan, etc. Il faut arrêter le délire. Je veux dire. Les années 80, c'était la Libye, là c'est l'Azerbaïdjan, après ça va être la Chine. Le problème, c'est pas l'Azerbaïdjan, c'est la France, sa politique en France, en Nouvelle-Calédonie. Et l'Azerbaïdjan a été nommé par l'ONU pour s'occuper des listes des pays à décoloniser. Donc certains militants kanaks, comme d'autres, les Tahitiens, sont allés voir l'Azerbaïdjan dans ce contexte-là. Vous savez, même dans ce même registre de discours, l'ancien ministre Darmanin, qui a un ancêtre d'ailleurs supplétif Moussa, c'est lui-même qui le dit, hein, il accusait Benzema, parce que Benzema avait fait un Twitter par rapport à la Palestine, et il avait raison, Benzema, il dit ceux qui vont encore essuyer les frais, c'est la population palestinienne de Gaza. Et Darmanin a dit il fait partie des mouvements intégristes religieux musulmans, c'est ce qui est faux. Et bien pareil, Darmanin fait la même chose, ils ont fait la même chose, c'est l'Azerbaïdjan qui est coupable. Non, ça n'a rien à voir. Le mouvement, il est interne à la Nouvelle-Calédonie. Il y a quelques élus indépendantistes qui sont d'ailleurs en Azerbaïdjan, c'est pas l'Azerbaïdjan qui a commandité tous ces barrages. J'étais sur le terrain, je peux vous le dire. Moi, j'ai été surpris par l'ingéniosité des jeunes Kanaks à faire une guérilla urbaine. C'est pas l'Azerbaïdjan qui les a commandés, qui les commandités. Alors, pour vous, la solution, ça doit passer par une émancipation de... Elle doit commencer par une discussion politique et que les gens soient à la hauteur. On ne pourra pas résoudre le problème avec des armes. Donc, du côté FNKS, il faut qu'ils surmontent leur contentieux et qu'ils soient à la hauteur. Du côté des adversaires, la droite, dont certains sont extrémistes, qui doivent surmonter leur suprématie. Et du côté de la France, il faut qu'il y ait une méthode, il faut qu'il y ait une véritable politique. Là, il y a un gouvernement qui vient d'être constitué. On espère. Là, il y a un progrès, c'est que les Outre-mer ne sont pas sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc, ce n'est pas la sécurité comme ça a été avant. Là, ça dépend du Premier ministre et du ministre des Outre-mer. Donc, il y aura peut-être possibilité de faire une discussion politique et qui tienne compte de ce qui s'est passé. Il y a une véritable discussion. On ne peut pas résoudre éternellement par la violence. Au bout d'un moment, il faut parler. Mais là, il n'y a pas eu de parole, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de méthode politique. Là, on espère qu'il y ait des négociations et que chacun prenne ses responsabilités et soit à la hauteur du sujet à traiter. C'est ça la seule solution. Est-ce que les jeunes... Ce que Djibaou appelait le pari politique sur l'intelligence. Est-ce que les jeunes ne craignent pas aujourd'hui des mesures répressives? Si. Ça commence. Il y avait l'aide médicale gratuite qui a été supprimée, des gens qui sont poursuivis par la justice, des jeunes, des entreprises qui ne vont pas employer les jeunes Kanaks, des lits de faciès, bien sûr. Il va y avoir des formes de règlement de compte sur lesquelles, sûrement, il va falloir être très vigilant. Donc leur voix reste inaudible? Je pense qu'elle reste inaudible et tout dépendra de ceux qui les représentent. Notamment, il y a un député qui vient d'être élu, qui est le fils de Jean-Marie Djibaou, Emmanuel Djibaou. J'espère qu'il sera à la hauteur de son mandat et qu'il tiendra. Il y a un de ses frères même qui est emprisonné, qui faisait partie de ce qu'on appelle la CCAT, Comité de coordination des actions sur le terrain. Donc on espère qu'il va y avoir une ouverture et qu'on dépasse un petit peu les contentieux, les ressentiments et les haines pour essayer de reconstruire en tenant compte de ce qui s'est passé. Est-ce que les militants indépendantistes sont pourchassés, filés aujourd'hui? Certains, oui. Il y en a qui sont en prison en France, qui ont été déportés, un peu comme les méthodes d'avant, et qui sont en prison en France, qui sont en train d'être jugés.
Et dans ceux qui étaient de la tribu de Saint-Louis se sont rendus. Ouais. Donc forcément, il y a oui, il y en a qui sont emprisonnés, qui vont passer en justice. C'est-à-dire aujourd'hui, la France occulte cette demande. Donc, mais moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que le sens de l'indépendance. Moi, je retourne après en Nouvelle-Calédonie, je passe en France. Le peuple français de France, il n'est pas d'accord avec cette politique-là. D'ailleurs, il souffre même avec l'administration de Macron de ce qui se passe. Ouais. Et ce qui m'énerve un peu, ce qui me révolte un peu, c'est que des gens parlent au nom de la France, notamment le président de la République. Il mène une politique en Afrique, en Océanie, en Europe. Si on l'écoutait, il amènerait des jeunes à casser leur pipe en Ukraine, au nom de la France. Il y a une confiscation de la souveraineté de la France auquel les Français ne peuvent rien faire. On voit bien de ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est assez révoltant et qui pousse à l'indignité. Au nom de la France, on pratique une politique qui ne correspond pas du tout à ce que je suis sûr les Français ne seraient pas d'accord avec ce qui se passe là-bas en Nouvelle-Calédonie. Il y a des gens qui brandissent le drapeau bleu, blanc, rouge, mais qui cachent leurs intérêts particuliers derrière le drapeau tricolore. Et c'est ça qui est scandaleux. C'est qu'il faudrait que le peuple français puisse prendre conscience de ce qui, au nom de la France, qui est fait en Afrique, en Océanie et ailleurs. Et je trouve ça inadmissible, qu'on ait mené une politique avec des jeunes loups comme Sébastien Lecornu qui était à la Défense, Darmanin à l'intérieur, qui ont fait n'importe quoi là-bas, qui ont fait du n'importe quoi. Et je ne suis pas convaincu que les Français soient bien informés de la situation. Est-ce que les symboles de la souveraineté kanak sont mal vus par les autorités françaises? Non, parce qu'il était question que le drapeau kanak soit hissé à la même hauteur que le drapeau tricolore sur les établissements publics. Oui. C'est reconnu, il y a une certaine légitimité. Après, ce qui s'est passé avec l'administration Macron, on est revenu à 20-30 ans en arrière. Et c'est ça, on dépend. La Nouvelle-Calédonie, comme pas que la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Wallis et Futuna, dépend des problèmes internes à la France. Toute proportion gardée, la couverture médiatique de ce qui se passe en Palestine, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit des gens se disputer sur les médias, et qui parlent de la Palestine, on se demande de quoi ils parlent. Ouais. Ils sont jamais allés à Gaza, et ça peut... Et ben, c'est la même impression. C'est pour ça que j'avais écrit ces chroniques. Ouais. Les gens parlent de la Nouvelle-Calédonie, mais des gens qui ne connaissent rien de la Nouvelle-Calédonie et qui parlent de la Nouvelle-Calédonie avec des problèmes franco-français, ils règlent des comptes entre eux sur le dos de la Nouvelle-Calédonie ou de la Palestine, etc. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, en absence d'un leader charismatique, un meneur véritablement, ne vont pas dans tous les sens? Oui, c'est le problème. Est-ce que ce n'est pas le défaut de ce mouvement? C'est l'absence d'un leader politique. Là, on touche à un problème qui est très délicat et très difficile à analyser, puisque les cadres politiques kanaks sont vieillissants, sont 60, 70 ans, etc. Et il y a très peu de place qui est laissée aux jeunes. Donc la jeunesse va ailleurs, elle s'exprime ailleurs. Et effectivement, ça peut paraître décousu, désorganisé. Et on n'est plus dans l'époque avec des leaders charismatiques qui ont une certaine légitimité. On est dans un autre contexte, dans d'autres mouvements, qui effectivement sont difficiles à analyser, à contrôler. Mais ceci étant dit, ce que j'ai vu, moi, sur le terrain, c'est que les anciens qui ont vécu les années 80, ils essayaient de modérer et tempérer et de parler aux jeunes pour les canaliser, etc. Il y a quand même il y a quand même un mouvement qui s'est passé social sur le terrain qui est important. De rapport à l'autre, de discussion, etc. L'histoire donc de cette révolte de la Nouvelle-Calédonie n'a pas eu d'écho dans le monde. C'est pas comme la cause palestinienne, la cause sahraoui, etc. Parce que la cause palestinienne, on est dans une géopolitique qui est complètement différente. Il y a l'État d'Israël. C'est un mystère pour personne que l'État d'Israël a des liaisons plus que puissantes avec les États-Unis. Donc vous voyez très bien que là, au niveau géopolitique, c'est une couverture beaucoup plus mondialisée. Parce
que n'a pas la Nouvelle-Calédonie. Le seul interlocuteur, c'est la France, et à côté l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc c'est pas du tout la même configuration, donc la même réverbération au niveau mondial, au niveau global, au niveau médiatique. C'est à cause de ça, je pense. Mais c'est ce qui fait le malheur de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'elle n'est pas connue. C'est pour ça que d'ailleurs je suis content et je remercie la télévision algérienne de donner l'occasion de pouvoir parler un petit peu de ce qui se passe là-bas, parce que c'est méconnu. Voilà, ce sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier, Monsieur Hamid Moukhaddam. Je rappelle que vous êtes philosophe, anthropologue, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages consacrés justement à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, et vous avez écrit un dernier livre consacré, chronique de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, 13 mai, 10 juillet 2024, un livre consacré donc aux dernières émeutes en Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie encore une fois. Je tiens à remercier également les téléspectateurs de Canal Algérie. À très bientôt.